Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de la campagne d'information Octobre Rose pour cette conférence sur les progrès de la recherche dans la lutte contre le cancer du sein et le cancer en général. C'est le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, qui nous fait l'honneur d'animer cette dernière. Le professeur mène une carrière prestigieuse. Je ne peux énumérer toutes les différentes fonctions qu'il a occupées ou qu'il occupe encore, tellement elles sont nombreuses. Cependant, quelques-unes. Directeur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, président de l'Université Paris-Descartes, président de la commission du génie biomoléculaire, rédacteur en chef de la revue Médecine Sciences, dont il est aussi l'un des membres fondateurs, membre du comité consultatif national d'éthique, président de l'association Paris Biotech Santé, président de la Fondation internationale du handicap. Je n'ai rien oublié. Si. Enfin, le professeur Axel Kahn a été élu président du conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée le 28 juin dernier. Outre ces différentes fonctions, Axel Kahn a également écrit divers ouvrages, dont « Et l'homme dans tout ça », paru en 2014, avec pour thème « La thérapie génique, la carte du génome ». Son dernier ouvrage, paru en 2019, intitulé « L'éthique dans tous ses états », est d'actualité, le Parlement étant appelé à débattre d'un projet de loi sur les questions de bioéthique. Je tiens à souligner que votre frère, Jean-François Kahn, moi quand on me dit ça, comme j'ai un frère aussi, ça m'emmerde plutôt, mais enfin... Non, moi je l'aime bien. Voilà, alors, est venu ici, journaliste et séide de renom, nous avait fait l'honneur de sa présence en février dernier dans le cadre des entretiens d'ici. Il avait alors animé une conférence sur le thème Victor Hugo, quand une vie privée vous transforme en homme public. Son intervention avait rencontré un vrai succès. Pour la 26e année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Le Cancer du sein, parlons-en, propose de lutter contre cette pathologie en informant, en dialoguant, en mobilisant. Depuis plusieurs décennies, d'importants progrès pour la recherche médicale ont été réalisés. Mais il est à noter que c'est une femme sur 8 qui risque de développer le cancer du sein. Et chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Ainsi, Octobre Rose est l'occasion de mobiliser les publics en intensifiant l'information, la sensibilisation et de réunir encore davantage de fonds pour venir en aide aux chercheurs et aux soignants. Chaque année, la ville d'Issy-Moulineaux participe à cette campagne de communication destinée à récolter des fonds pour la recherche. Dans ce cadre, l'hôtel de ville, le centre administratif sont éclairés en rose tous les soirs jusqu'à la fin octobre. Et un repas caritatif est organisé le 16 octobre prochain. Les dons seront remis à la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine. Comme vous pouvez le constater, la ville s'investit dans cette campagne d'information. J'en profite pour remercier le professeur Kahn qui va animer cette soirée, ainsi que mes adjoints Ludovic Guilcher, maire adjoint de la vie sociale, et Joël Sueur, maire adjoint délégué à la vie des femmes qui l'ont organisée. Très bonne conférence à toutes et à tous. Il paraît que vous nous avez amené un film. Moi non, mais il y a un film qui va être présenté. Bon. Voilà, c'est le témoignage d'une lycéenne qui a eu 2 cancers. Merci. Je m'appelle Virginie Ducable, j'ai 47 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 21 et 17 ans. J'ai eu 2 cancers du sein. Le premier en 2008 et un deuxième 10 ans plus tard, alors que je n'imaginais pas une seule seconde récidiver en plus sur le même sein. On avait déjà parlé beaucoup du cancer du sein dans ma famille. J'avais perdu une tante quand j'avais 20 ans et ça a créé vraiment un bouleversement dans notre famille. Et donc, on a toujours été sensibilisés avec ma sœur au cancer du sein. Elle m'avait d'ailleurs exprimé un an avant mon diagnostic que ça pouvait arriver dès 35 ans, que voilà, c'était pas forcément une maladie qui arrivait à 50, 60 ans. On a aussi évoqué ce qui se passait dans l'actualité à l'époque. Il y avait une chanteuse, Kelly Minogue, qui avait eu un cancer aussi très jeune, qui l'avait médiatisé. Voilà, c'est un peu people, mais ça permet de démystifier un peu le sujet et c'est pas tabou en fait. Je me suis inquiétée d'une petite grosseur que j'avais au sein. J'appelais ça un petit grain de riz,
que j'avais senti au-dessus de mon sein. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait que j'aille voir mon gynécologue, le docteur Viltard, et qui m'a tout de suite pris en charge, qui m'a dit d'aller faire une radio. La radio s'est poursuivie par une biopsie, c'était une tumeur maligne, et Monsieur Viltard m'a tout de suite mis en relation avec des médecins chez Acurie pour être opéré dans les meilleurs délais. Mon premier cancer, c'était une période très difficile dans l'annonce, jusqu'à l'opération, on va dire. Et ensuite, je pense que ma vie a pris une autre direction. Quand on est malade, je pense qu'on a une soif de vivre. On peut avoir de l'énergie pour faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant, aller plus vers les gens, prendre des engagements, faire du bénévolat. Le médecin qui m'avait opéré m'avait dit « Vous verrez, il y a des bénéfices secondaires ». Il avait raison. Par ce témoignage, c'est important pour moi de pouvoir transmettre mon expérience, continuer à prévenir les femmes qu'elles doivent être vigilantes, que ça peut arriver à tout moment, qu'elles doivent faire leur dépistage, qu'elles doivent se surveiller et puis s'accompagner et s'aider. Elle ne l'aime pas, professeur, mais elle est là. Je vous demande de l'applaudir spécialement. Et nous avons le docteur Perkins, président de la Ligue des Hauts-de-Seine, qui sera présent au dîner mercredi soir. Bienvenue, président. À vous quand même. Merci beaucoup, monsieur le maire, madame, monsieur les maires adjoints, mesdames, messieurs, cher président Alain Péking, chère madame, dans votre épreuve, les difficultés que vous avez eues à surmonter, quand même, vous avez eu une certaine chance. Imaginez que vous soyez né il y a bien longtemps de cela, il y a 25 siècles, du temps d'Hippocrate. Le cancer a toujours existé. D'ailleurs, on ne peut pas concevoir une vie sans cancer, pour des raisons intimes qui sont liées aux propriétés du vivant. Et donc, du temps d'Hippocrate, il était sans doute moins fréquent que maintenant, mais il existait. Et Hippocrate connaissait en particulier le cancer du sein, et notamment ses formes invasives, on ne les traitait pas à l'époque. Il donnait cette cuirasse rétractile avec des infiltrations qui ressemblaient un peu à un crabe, d'où le nom que les Grecs lui ont donné, le cancer. Et Hippocrate conseillait. Il disait, face à un cancer, il vaut mieux que les médecins ne s'en occupent pas, n'essayent pas de les traiter, car ils abrégeront la vie de leurs malades. Donc, vous voyez, maintenant, on n'est plus en ligne avec la sagesse hippocratique. On intervient, et quand on intervient tôt, même s'il faut intervenir tôt, plusieurs fois, eh bien, on a la joie extraordinaire, immense, chère madame, de vous avoir parmi nous. Et moi, je vous réapplaudis encore une fois. Le cancer, ai-je dit, a toujours existé. Et d'ailleurs, le cancer existe dans toutes les formes de vie. Dans toutes les formes de vie d'organismes composés de plusieurs cellules, et d'une certaine manière, même des organismes unicellulaires ont des anomalies qui l'évoquent, mais en tout cas, les organismes composés de plusieurs cellules, les végétaux, les algues, des formes de cancer existent. La gale du collet, que vous connaissez bien chez les arbres, c'est une forme de cancer. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit là d'un processus qui est absolument irréductible à la vie. Pour quelle raison? C'est que lorsqu'est apparue la première cellule vivante sur la Terre, il y a 3,8 milliards d'années, cette cellule vivante a dû d'emblée se diviser en cellules filles ayant les mêmes propriétés, mais si les cellules filles avaient eu exactement les mêmes propriétés, il n'y aurait pas eu d'évolution. Et toute la suite des êtres, jusqu'à l'éléphant, le brin d'herbe, le coquelicot et chacun d'entre vous ici, ne serait pas apparu. L'évolution n'aurait pas pu intervenir
si la modification, la mutabilité des gènes n'était pas apparue en même temps que la vie elle-même. Donc, il n'y a pas de vie sans mutation, et qui dit mutation dit qu'à un moment donné, c'est le principe de la sélection, hélas, des cellules ou des êtres qui ont acquis des propriétés leur conférant un avantage par rapport aux autres, y compris dans un organisme multicellulaire, vont avoir, si les mécanismes de défense sont transgressés, vont avoir tendance à l'emporter aux dépens des autres cellules. Et donc, ce que l'on peut espérer et que l'on atteindra, c'est une guérison d'un nombre toujours croissant de cancers, mais un monde sans cancer, pour des raisons théoriques, c'est sans doute quelque chose de pas possible. Voilà. Il faut qu'on comprenne exactement ce qu'est cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle elle a toujours existé, bien entendu. On a l'impression aujourd'hui que le cancer est une maladie moderne, tant on s'en occupe. En réalité, je vous ai dit, elle est fort ancienne. Et lorsque la Ligue nationale contre le cancer, qui s'appelait la Ligue anglo-franco-américaine, a été créée le 14 mars 1918 par l'équivalent du ministre de la Santé de l'époque de la France en guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a indiqué qu'il fallait se liguer, constituer une ligue internationale à l'époque, parce que, disait-il, le cancer est un fléau de la société. Et il ajoutait le 4e fléau. Le premier à l'époque, c'était bien entendu la tuberculose, le 2e l'alcoolisme, le 3e la syphilis et le 4e le cancer. Eh bien, 101 ans après, le cancer est resté un fléau de la société et il est même devenu le premier fléau de la société. On le guérit de plus en plus, mais de plus en plus de personnes en sont affectées. Les progrès considérables qui ont été réalisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires, et malgré les résistances quand même des maladies infectieuses, fait que le cancer, dont le traitement a progressé lui aussi, je vais y revenir, est non seulement devenu la maladie la plus fréquente, mais après la vieillesse, la maladie qui interrompt le plus fréquemment la vie des humains. Et beaucoup de personnes âgées voient leur vie interrompue par le cancer. Je vais me focaliser sur le cancer du sein, mais quand même un petit panorama général. À quoi sont dus en règle générale les cancers? Les cancers, vous l'avez compris, sont dus à ce processus fondamental que chaque fois qu'une cellule se divise, et même quand elle ne se divise pas d'ailleurs, des modifications du programme génétique sont accumulées, qui font apparaître des propriétés nouvelles, et sur les millions et millions de propriétés nouvelles, de cellules aux propriétés nouvelles qui apparaissent, il y a toutes les chances que certaines aient un avantage en termes de prolifération et d'invasion. Ces cellules sont différentes des cellules normales, alors le système immunitaire lutte contre elles. Mais parfois, malgré tout, le système immunitaire est impuissant et le cancer apparaît. Si le cancer est plus fréquent dans le 3e tiers de la vie, voire le 4e quart, le 3e tiers, c'est d'abord pour des raisons qui sont statistiques. Puisque une partie des cancers est due à des phénomènes purement aléatoires pour des raisons purement statistiques, un aléa rare a d'autant plus de raisons de se produire en 90 ans qu'en 15 ans. Et donc il est normal que les cancers s'accumulent au fil du temps. Deuxièmement, au fil du temps, les personnes âgées connaissent 2 affaiblissements de systèmes naturellement anticancéreux.
Le premier est un système qui en permanence répare les lésions de l'ADN. Il faut ça, autrement on n'arriverait pas à vivre aussi longtemps qu'on ne vit. Eh bien, ces systèmes de réparation de l'ADN s'affaiblissent progressivement avec le vieillissement. Et de la même manière, le système immunitaire, dont le rôle est de rejeter les cellules anormales, et notamment les cellules cancéreuses, comme les agents infectieux, s'affaiblit lui aussi avec l'âge, et là encore, la protection est moins importante lorsque l'âge s'avance. Ces mutations peuvent être spontanées. On considère que dans 60% des cancers, elles le sont, et on dit que 60% des cancers ne sont pas évitables, mais elles peuvent être provoquées. Et 40% des cancers sont évitables parce qu'on en connaît les agents. Par exemple, en France aujourd'hui, les principaux criminels qui utilisent comme arme de leur méfait les cancers, ça reste hélas le tabac. Le tabac est responsable d'un phénomène totalement tragique. Ce n'est pas celui dont je vais parler, mais il n'en est pas moins tragique. Il explique une augmentation de 5,3% de la fréquence des cancers du poumon chez les femmes tous les ans. Et dès l'an prochain, parce qu'il est plus grave que le cancer du sein, quoique étant moins fréquent que lui, il tuera plus que le cancer du sein. Et cela est presque intégralement lié au fait que les femmes dans les années 70 se sont mises à fumer de plus en plus. J'étais hier, pour des raisons professionnelles, à Amsterdam, et j'étais tout à fait, non pas stupéfait, je le sais, je m'y attends, mais très peiné de ce qu'à une brasserie néerlandaise, il y avait des tables d'hommes, des tables de femmes, et c'était aux tables de femmes que les consommateurs fumaient, beaucoup plus qu'aux tables d'hommes. Il y a un problème qui est extraordinairement préoccupant et contre lequel la Ligue se mobilise également énormément. Le tabac intervient dans le cancer du sein aussi. La deuxième cause de cancer en France, c'est l'alcool. Le tabac doit tuer 46 000 personnes par an en France de cancer. L'alcool en tue 16 000. Et en fait, vous le savez bien, les femmes, notamment les jeunes femmes qui se sont mises à fumer, se sont mises à boire plus aussi. Et parmi les causes, il y en a d'autres, je vais les énumérer, du cancer du sein, il y a l'alcool, mais l'alcool est surtout responsable des cancers des voies aérodigestives supérieures, la langue, la gorge, l'ésophage, il est heureusement moins fréquent qu'il n'était le foie, bien évidemment. Et la troisième cause est également impliquée dans les cancers du sein, c'est l'obésité. L'obésité va émerger bientôt dans le monde entier comme la troisième cause promotrice de cancer. Et si l'on pense que les addictions à l'alcool, au tabac, sont appelées à régresser si jamais nos campagnes étaient encore plus efficaces, sans doute pour des raisons sociologiques extrêmement profondes, l'épidémie d'obésité à travers le monde, elle, aura beaucoup plus de mal à régresser. Donc, de nombreuses études épidémiologiques laissent à entendre que le cancer le plus fréquent pourrait être l'obésité. Et puis, il y a d'autres causes. Le soleil, sur lequel le comité départemental de la Ligue du 92 s'est focalisé, il organise bientôt une très belle réunion scientifique à l'Académie de médecine sur ce sujet. Le soleil est responsable de 86 000 cancers par an, les cancers de la peau. Heureusement, la plupart, 86 000, j'exagère un peu, 80 000, heureusement, la plupart sont relativement bénins, mais il y a certains mélanomes qui sont extrêmement graves quand on les traite trop tard et qui tuent encore 1600 personnes par an.
Il y a les facteurs de l'environnement, c'est difficile à dire. On considère qu'ils pourraient être responsables de 2 à 4 000 morts par an liés au cancer. Les cancers professionnels, naturellement. Les virus, et cela amène à parler d'un autre cancer féminin, qui est le cancer du col de l'utérus, qui est lié au papillomavirus, contre lesquels des protections extrêmement efficaces existent. Donc on connaît bien les causes des cancers évitables. C'est 40% de cancers évitables. Mais il faut retenir, souvent on entend dire, mais comment expliquez-vous cela, docteur? Elle n'a jamais fumé, jamais bu, elle a fait du sport et elle a toujours une alimentation équilibrée et elle a eu un cancer. Oui, malheureusement, il y a 60% des cancers qui ne sont pas évitables. Mais quand même, si on arrivait à éviter les cancers évitables, ce serait de loin, mais de très très loin, le plus grand succès, la plus grande victoire de tout ce que l'on peut mener comme lutte contre le cancer. Et la Ligue, qui est très engagée lors d'Octobre Rose dans le dépistage des cancers du sein, est également extraordinairement engagée dans cette action qui consiste à essayer de protéger les jeunes contre l'entrée dans des addictions cancérigènes. Je vous ai dit, c'est un crève-cœur épouvantable de voir cette hécatombe qui progresse de jeunes femmes atteintes par le cancer du poumon et qui va continuer de progresser. C'est un crève-cœur de voir que la diminution de l'alcoolisme, que monsieur le maire, comme moi-même, nous considérions comme inéluctable quand nous étions plus jeunes, s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée dans les années 2013 parce que la diminution de l'alcoolisme social, socio-économique, a été remplacée par l'alcoolisme festif des jeunes, avec la mise en œuvre d'une stratégie pour attirer les jeunes dans l'addiction cancérigène. Et demain, des manœuvres de même type pour promouvoir la malbouffe seront également générateurs d'une partie des cancers. Donc, nonobstant le fait qu'il est sans doute plus facile d'éviter que des jeunes ne tombent dans l'addiction, plutôt qu'adultes de les faire sortir de l'addiction, une partie du mal étant fait, le mot d'ordre de la Ligue est, actuellement, la Ligue a 101 ans, elle s'engage de toutes ses forces pour que le maximum de jeunes s'approchent de cet âge sans cancer. Et sans doute, avec la ville d'Issy-les-Moulineaux et bien d'autres partenaires, en 2021, la Ligue essaiera de s'associer à un grand panel d'autorités, de cabinets ministériels, de mouvements de jeunes, d'universités, d'écoles, pour lancer les assises nationales de la jeunesse face au cancer, car c'est tout à fait prioritaire. Mais, après tout, il y a également, hélas, le mal qui est fait, il y a également ces cancers qui ne sont pas évitables, et donc il s'agit aussi de guérir mieux les cancers. Les progrès qui ont été faits dans le traitement des cancers, ces progrès sont tout à fait importants. Je vous ai dit, du temps d'Hippocrate, il prétendait qu'il fallait mieux ne pas s'y intéresser. Et il avait raison, le maître mot d'Hippocrate était primum non nocere. Au début, surtout ne pas nuire. Et comme à l'époque et jusqu'à il y a peu de temps, les médecins étaient totalement inefficaces, jusqu'à il y a peu de temps, le mieux que l'on pouvait attendre des médecins, c'est pas vrai des chirurgiens, mais le mieux que l'on pouvait attendre des médecins est qu'ils s'abstiennent. Je vous dis, il faut être lucide, c'est bien vrai. Maintenant, ils ont fait des progrès qui sont vraiment importants. Et aujourd'hui, globalement, on guérit plus de 60% de tous les cancers. Et pour ce qui est du cancer du sein en particulier, le taux de guérison du cancer du sein aujourd'hui atteint 78 à 80%. Et ce taux
lorsque le diagnostic est fait très tôt, lorsque c'est comme un grain de riz au-dessus du sein, voyez combien je vous ai écouté, chère madame, alors là, la guérison est presque systématique. On guérit dans 95% des cas. Et même quand le cancer récidive sur un même sein, comme cela est arrivé à madame. Si les 2 fois, on peut intervenir assez tôt, alors là, effectivement, la guérison, c'est vraiment la norme. Quelles sont en gros les différentes étapes des progrès qui ont été faits dans le traitement des cancers, historiquement? La chirurgie, ça fait des milliers d'années qu'on l'utilise. C'est la première arme contre les cancers. La deuxième arme commence à être utilisée contre les cancers en 1902. C'est la Röntgen-thérapie, les rayons, suivi ensuite par la curie-thérapie, le radium, l'Institut du radium. 1902. Ensuite, c'est la chimiothérapie non spécifique, celle qui tue les cellules qui se divisent les plus vite. L'histoire de l'invention de la chimiothérapie est extraordinaire. Il faut que je vous la conte. Fin novembre 1943, un navire assez mystérieux débarque, accoste dans le port de Bari, en Italie, après le débarquement allié et sous contrôle des troupes britanniques. Il y a un mystère autour de ce navire. On sait qu'il transporte 200 tonnes d'obus, mais on ne sait pas exactement de quel type ils sont, et le capitaine semble extrêmement désireux de faire en sorte que les obus soient déchargés au plus vite. Malheureusement, évidemment, le débarquement a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il faut acheminer depuis l'Afrique une masse considérable de matériel, d'engins, de tanks, et décharger les obus n'est pas prioritaire. Et au début décembre, par un coup d'audace absolument incroyable, alors que l'on est persuadé que les Alliés ont la maîtrise du ciel, que la Luftwaffe est complètement incapable de mener une attaque, les Allemands reprennent à leur compte la stratégie de Pearl Harbor et font décoller subrepticement de 7 aéroports disséminés des avions qui fondent à la tombée du soir sur Bari et qui envoient par le fond une vingtaine de navires. Le navire un peu mystérieux explose. Et là, on observe une scène très singulière. Il y a des morts naturellement, mais parmi les survivants qui sont dans l'eau, on les voit qui n'essayent même pas de nager, qui semblent pris par une douleur extrême, qui cessent même de respirer avant que d'être noyés. Et puis ceux qui sont ramenés à terre ont des lésions cutanées tout à fait considérables, et quand ils ne meurent pas sur le coup, leurs globules blancs s'effondrent. Et ils meurent d'une absence de globules blancs, de septicémie, d'infection. Le navire transporte des obus d'hypérite, de gaz de combat. Car il se dit que les Allemands vont utiliser à leur tour des gaz de combat après l'avancée des Alliés en Italie. Et donc, pour faire face, le cas échéant, les Anglais ont fait venir des États-Unis où cela a été fabriqué de grandes quantités d'hypérite. Les effets de l'hypérite attirent l'attention de chercheurs américains qui essayent de voir si les armes chimiques ne peuvent pas être utilisées pour des médicaments. Et donc, ils essayent d'utiliser ce produit sur des modèles chez la souris de lymphome. Et effectivement, le lymphome régresse, mais les souris meurent. Ils l'essayent chez quelques malades qui ont des lymphomes, mais aussi le lymphome régresse, mais les malades meurent. Donc, ils modifient l'hypérite, très peu, et en 1947 apparaît le premier dérivé de l'hypérite, qui est un antimitotique qui existe encore, qu'on appelle le melphalan, et c'est le début de la chimiothérapie.
la chimiothérapie naît en 1947 à la suite d'un secret bien gardé et de ce petit Pearl Harbor de Barry. Oh, le pronostic des cancers n'est pas totalement révolutionné par la chimiothérapie, mais dans les années 70, on commence beaucoup plus intelligemment à combiner la chimiothérapie non spécifique cytotoxique avec la radiothérapie et les chirurgies. Et on propose différents agencements, différents protocoles. On fait des essais cliniques, des lots témoins. C'est le début de ce que l'on appelle la médecine basée sur les preuves. On ne sait pas ce qui va marcher le mieux. Et le médecin est incapable de savoir ce qui va marcher le mieux. Et donc, que voulez-vous, il faut bien essayer. Et ça va permettre de faire des grands progrès déjà, de grands progrès. Mais, au début des années 80, des chercheurs américains, avec notamment un postdoc français, Dominique Stellin, qui travaille à ce moment-là aux États-Unis dans le laboratoire du professeur Warmouth, trouvent quels sont certains des gènes dont la mutation provoque le cancer. Les oncogènes. Ils commencent à savoir quels sont les mécanismes moléculaires qui confèrent à une cellule cet avantage prolifératif. Il faut attendre 30 ans pour que cette connaissance sur les mécanismes du cancer, donc les années 2000, se transforme en des médicaments, non pas dirigés contre les cellules qui se divisent vite, comme les cellules cancéreuses, mais dirigés contre les mécanismes activés par la mutation cancérigène. Le premier médicament apparaît en 2001. Il est utilisé dans une forme de leucémie, que j'étais hématologiste. Moi, ça fait 52 ans que je travaille dans le domaine du cancer, alors c'est un peu mon histoire aussi. Le Glivec, et le Glivec transforme cette maladie qui était constamment mortelle en moins de 5 ans, lorsque j'étais encore interne et même chef de clinique en médecine, transforme totalement la maladie qui est pratiquement guérie avec la prise d'un seul médicament. Ça, c'est la thérapie ciblée du cancer. La dernière étape, alors tout ça, ça reste de vigueur. On fait naturellement des essais cliniques, de la chimiothérapie classique, de la thérapie ciblée du cancer qui se développe, et notamment beaucoup dans le cancer du sein, je vais y revenir. La dernière étape concerne l'immunothérapie. Je vous ai dit que ça fait 40 ans, et le professeur Georges Mathé a été un précurseur dans cette vision, dans cette intuition, que l'on sait que le système immunitaire qui rejette les tissus étrangers devrait également rejeter les cellules cancéreuses. Mais quand il y a des cancers, c'est que le système immunitaire ne les rejette pas. Et il ne les rejette pas pour 2 raisons. Tout ça, c'est une histoire de sélection naturelle en réalité. C'est que les cancers, pour se protéger, ce n'est pas leur volonté, hein, c'est vraiment des mécanismes de sélection mécanique. Les cancers trouvent le moyen d'inactiver les systèmes par lesquels les cellules immunitaires pourraient les rejeter. Les cellules immunitaires sont là, mais les cellules cancéreuses les inactivent. D'autres cellules cancéreuses arrivent à masquer leurs différences. Elles sont différentes, mais leurs différences, elles les masquent bien. Et donc, cela explique que le système immunitaire a laissé échapper le démarrage de la tumeur et que la tumeur s'est malgré tout développée. Les 2 nouvelles percées dans le domaine de l'immunothérapie, c'est d'une part de réactiver les cellules immunitaires qui ont été éteintes par la volonté passive de résistance des cellules cancéreuses. Et d'autre part, c'est d'arriver à traficoter par génie génétique, par manipulation génétique, les cellules immunitaires pour qu'elles arrivent à trouver l'étrangeté des cellules tumorales, même quand les cellules tumorales les masquaient auparavant. Ce sont les 2 grandes stratégies qui expliquent que l'immunothérapie est maintenant la nouvelle étape des progrès. Et donc, ces progrès vont bon train, même s'il reste des cancers qui sont particulièrement désespérants, je dirais. Le cancer du sein fait partie des cancers dans lesquels le progrès a été très important. Mais il faut que l'on explique tout d'abord, car toutes les femmes se posent la question, j'ai commencé d'en parler, qu'est-ce qui explique cette augmentation du nombre de cancers du sein?
Tout d'abord, le nombre de cancers du sein qui a augmenté dans les dernières années chez les femmes, c'est avant tout ce dont vous avez souffert, madame, les cancers du sein avant la ménopause. Les cancers du sein chez plutôt les jeunes femmes. Alors que les cancers du sein après la ménopause, après 50 ans, n'ont pas augmenté et ont plutôt régressé. Alors ça, on comprend bien sans doute. La relative régression des cancers du sein après la ménopause est la conséquence de l'observation que le traitement hormonal de la ménopause, qui a été très utilisé jusque dans les années 2002-2005, aujourd'hui est utilisé avec une très grande parcimonie. Il n'y a aucun doute aujourd'hui, toutes les enquêtes internationales le montrent, le traitement hormonal de la ménopause augmentait la fréquence du cancer du sein après la ménopause. Donc le cancer du sein après la ménopause s'est plutôt stabilisé, a plutôt diminué. Mais le cancer du sein avant la ménopause, lui, a augmenté assez fortement jusqu'à rendre compte de ces 58 000 à 59 000 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes chaque année, avec aujourd'hui 12 000 femmes, malheureusement, qui sont emportées par le cancer du sein. Les facteurs pour l'expliquer, j'ai commencé à en parler. Il y a sans doute l'alcool, il y a sans doute le tabac, et d'une certaine manière, il y a un parallélisme avec le cancer, l'évolution du cancer du poumon chez les femmes. Il y a sans doute également un peu l'obésité. Il y a sans doute un peu, mais pas pour une part importante. Il y a sans doute un peu le traitement, anticonceptionnel. Mais surtout, il y a une modification des modes de vie. Aujourd'hui, peut-être à cause des perturbateurs endocriniens, les femmes sont pubères de plus en plus tôt. C'est-à-dire que l'imprégnation hormonale des seins commence de plus en plus tôt. Or, la première grossesse est de plus en plus tard. Et l'imprégnation estrogénique des seins ne s'arrête qu'au niveau de la grossesse. Par ailleurs, on sait que la lactation protège contre le cancer du sein. Donc cet ensemble d'une puberté précoce, d'une première grossesse plus tardive, d'une lactation qui est moins fréquente qu'à une certaine période, sont des éléments qui peuvent intervenir également dans ce phénomène de l'augmentation des cancers du sein chez les plus jeunes femmes. Les perturbateurs endocriniens de l'environnement, facteurs de l'environnement, sont également suspectés. On n'est pas capable aujourd'hui de dire exactement quel est leur rôle. Il est raisonnable de penser qu'ils peuvent intervenir. Ils interviennent sans doute dans l'évolution de l'âge de la puberté et par ce biais, de toute façon, indirectement, dans l'augmentation de la fréquence des cancers du sein. Ces cancers du sein, aujourd'hui, sont vraiment bien pris en compte avec ce taux de succès remarquable en cas de détection précoce. Il y a eu, à propos de la détection, une très grande polémique. Et vous savez, il ne faut pas s'en étonner. Monsieur le maire, chacun d'entre vous le savez, on est dans un monde de la controverse. Et comment voulez-vous que la santé publique soit en dehors de la controverse? Il y a des forces importantes qui luttent contre la vaccination. C'est absurde, c'est même criminel. Mais ils luttent contre la vaccination. Il y a des forces extrêmement importantes qui militent contre la vaccination des filles et maintenant des garçons contre le papillomavirus. Ce qui est absurde, parce qu'on sait que le cancer du col de l'utérus est presque toujours associé à une infection par papillomavirus, et on sait déjà que la vaccination contre le papillomavirus protège à plus de 95% les femmes de l'infection par le papillomavirus. Et donc on a toutes les raisons de penser que cette vaccination devrait permettre d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Et pourtant, il y a des campagnes extrêmement vives contre lesquelles mon collègue, le président Alain Péking et nous-mêmes, nous avons à lutter au quotidien. Et évidemment, ça n'est pas facile. Eh bien, la même chose s'est passée pour le cancer du sein.
Pour le cancer du sein, il y a des mouvements qui prétendent que le dépistage systématique est une mauvaise chose, que les rayons eux-mêmes pourraient entraîner des troubles, que parfois on détecte des lésions qui auraient évolué favorablement. Aujourd'hui, toutes les critiques doivent être entendues, et toutes ces critiques, tous ces faits ont été discutés dans le monde entier par de très larges conférences qu'on appelle des conférences de consensus international. Et ces conférences de consensus international se sont arrêtées à ce qui est promu dans le cadre d'Octobre Rose, c'est-à-dire le programme de dépistage du cancer du sein. Avant 50 ans, ce que Madame a fait, les radios, les mammographies ne sont pas préconisées parce que les seins sont très denses, la mammographie donne beaucoup de fausses images et au contraire passe à côté de certaines images qui seraient cancéreuses. Il y aurait une répétition des radios et par conséquent le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur d'un dépistage radiologique. Et il faut relativement se méfier si un gynécologue excité envoie des femmes à 34 ans, 35 ans se faire des mammographies. Il faut qu'il y ait une palpation extrêmement soigneuse, mais dans l'état actuel des choses, la mammographie est préconisée entre 5 ans et 74 ans inclus, à raison d'une mammographie tous les 2 ans, qui délivre une quantité minime de rayons, alors même que l'utilisation et la mobilisation de l'intelligence artificielle pour le traitement de l'image, peu perceptible même par le radiologue, va permettre d'obtenir des images beaucoup mieux lues pour des rayonnements presque infinitésimaux. On n'a jamais vu un carcinome mammaire régresser spontanément. Et donc, si on détecte un carcinome mammaire de 1 à 2 cm, on sait qu'on le guérit dans presque tous les cas, et l'idée selon laquelle il aurait disparu tout seul n'est pas une idée raisonnable. Et donc, aujourd'hui, ne pas subir, ne pas se prêter à ce dépistage systématique qui est extrêmement pensé, qui est extrêmement parcimonieux, c'est pour des femmes perdre des chances. C'est risquer d'infliger à des femmes, à des centaines de femmes, des milliers de femmes, ce trajet, ce parcours d'obstacles qu'est un cancer du sein. Vous l'avez vécu, madame, avec ses conséquences physiques, psychologiques, et même quand, forte comme vous l'êtes, on se bat et on l'emporte, il n'empêche qu'après qu'on a subi ces épreuves, on n'est plus la même femme qu'avant de les avoir subies. Donc si on peut l'éviter, réellement, c'est une chose qui vaut mieux. Il existe plusieurs types de cancers du sein et le pronostic des cancers du sein est bon en général. Il y a néanmoins 2 types de cancers du sein dans lesquels le pronostic reste plus sévère. Les cancers du sein sont développés aux dépens, bien entendu, des cellules épithéliales des canaux galactophores, les canaux qui vont sécréter le lait. Et ce sont des cellules qui sont sensibles aux hormones et qui sont sensibles à d'autres facteurs qui les amènent à proliférer au moment où il y a besoin d'allaiter un enfant. Après l'accouchement, au moment de la grossesse, après l'accouchement et lors de la montée de lait. Et donc, une grande quantité de cancers du sein expriment les cellules cancéreuses, ont leur membrane décorée par des récepteurs de ces hormones ou de ces facteurs de croissance. Et alors, thérapie ciblée en quelque sorte, les anti-hormones ou bien des anticorps monoclonaux qui sont des manières de s'opposer à ces décorations de récepteurs de facteurs de croissance sont très utiles pour les formes qui sont un peu plus étendues de cancer du sein, très utiles. Donc chirurgie dans tous les cas, naturellement,
radiothérapie si ganglion sentinelle atteint certainement, et dans tous les cas où il existe des récepteurs hormonaux ou des récepteurs du facteur de croissance épidermique, soit des anti-hormones, soit un traitement par ces anticorps monoclonaux dirigés contre ce facteur-là. Mais il existe des cancers du sein qu'on appelle triple négatifs. C'est-à-dire ces cellules n'ont ni récepteur de la progestérone, ni récepteur des estrogènes, ni récepteur de l'EGF. Et ces cancers, qui sont heureusement très minoritaires, restent très graves. Le taux de succès est très inférieur à celui-là. Eux, il y a vraiment intérêt à les détecter au tout début. Et il y a surtout intérêt à faire encore de très gros progrès. Une autre catégorie de cancers du sein qui reste inquiétant, rebelle, sont les cancers du sein qui sont d'emblée inflammatoires. Le cancer apparaît, mais avec un sein qui devient rouge, sensible, avec des vénules qui apparaissent sur le sein. Et ça, c'est un signe qui marque la sécrétion d'agents inflammatoires par le cancer et qui est relativement de mauvais pronostic. La recherche actuelle se focalise sur la prévention, se focalise sur la détection, avec ses très grands progrès, et se focalise sur l'amélioration de la thérapeutique à l'encontre de ces formes qui restent des formes sévères, graves, y compris des cancers du sein. Là, on espère de nouvelles thérapies ciblées, et on espère également que l'immunothérapie dont je vous ai parlé, qui donne de très bons résultats dans des formes considérées comme incurables, de maladies du sang, de lymphome, de cancer du poumon, de mélanome, pourrait dans l'avenir également être opposée à ces formes extrêmement graves de cancer du sein. Et puis, pour la majorité des femmes qui va guérir de son cancer du sein, je l'ai dit, c'est quand même un parcours difficile. C'est quand même, lorsque le diagnostic est fait, et au moins une personne se le rappelle, un coup de tonnerre terrible. Si le ciel était bleu, d'un seul coup, il n'y a plus du tout de bleu dans le ciel. Il n'y a que des incertitudes, que des angoisses. Et même si l'on se bat, et même si l'on se bat avec espoir, c'est un long traitement, c'est un dur traitement, c'est une longue incertitude. Alors, durant tout ce combat, il ne faut pas délaisser les personnes. Et les pouvoirs publics, mais aussi la Ligue pour ce qui la concerne, sont totalement engagés dans l'accompagnement de toutes les personnes malades après qu'elles sont sorties de l'hôpital. Vous trouverez, pour les amis qui sont atteints du cancer, qui sont dans la période post-hospitalière, post-traitement aigu du cancer, vous trouverez dans tous les centres-ligues, dans toutes les maisons de la Ligue, dans les Hauts-de-Seine en particulier, vous trouverez toute une série d'activités. Vous trouverez du sport adapté. Le sport est très important. Retenez que s'il y a une méthode dont il est démontré qu'elle prévient efficacement le cancer, pas tout, je vous l'ai dit, c'est le sport. Parce qu'il évite d'être obèse, parce qu'il crée un meilleur métabolisme, etc. C'est le sport. Et quand on a un cancer, le sport semble même favorable pour le pronostic final du cancer. Et de toute façon, il est bon pour l'état général et le reste. Et puis l'aide psychologique, l'aide esthétique, l'aide capillaire, tout ce que vous voulez. Les soins support. Ça, la Ligue l'offre en fonction de ses possibilités au maximum, partout en France, aux personnes malades atteintes de cancer. Pas simplement de cancer du sein, mais également les cancers du sein. Quand on a fini cette histoire-là et que l'on est considéré comme guéri et qu'effectivement on a la même espérance de vie que si on n'avait pas eu de cancer, on peut considérer que l'on est guéri réellement, mais suivant les cas, et j'espère que tel n'est pas votre cas, madame, vous me semblez parfaitement réadapté et réinséré,
Mais la guérison sociale, la guérison professionnelle, la guérison psychologique sont décalées par rapport à la guérison physique. Et ces femmes-là, il faut les aider. Il n'est pas question de leur lâcher la main. Et là encore, la Ligue s'engage de toutes ses forces. Notamment, vous avez eu un cancer, vous êtes guéri depuis 5 ans, vous avez un projet avec votre famille et vous voulez acheter un bien, une maison. Très difficile d'emprunter. Très difficile. Car on n'oublie pas. Une malade disait à un président, à un de vos collègues, mon cher confrère, à Patrick Michaud, Docteur Michaud, j'ai confiance en vous. Vous allez me guérir. Mais à quoi cela servira-t-il de me guérir si je suis morte socialement? Et ça, nous savons que c'est également un problème. Et donc, si à l'occasion de cette rencontre, et puis à l'occasion de ce dîner, à l'occasion de tout ce que vous direz, vous contribuez à permettre à la Ligue de mener tous ces combats d'évitement à l'engagement dans les pratiques, dans les addictions cancérigènes, d'éducation à la santé, ces combats pour le diagnostic précoce du cancer, ces combats pour l'accompagnement des personnes en parcours de soins, ces combats pour le droit à l'oubli et la proximité de la guérison sociale professionnelle avec la guérison physique. Si vraiment vous y contribuez, vraiment, vous ne regretterez pas. Vous aurez fait quelque chose de formidable. Et moi, je vous remercie. Monsieur Guitcher, Joël Sueur pour les questions. Eh bien, c'est à vous. C'est à vous de prendre la parole. D'abord, merci, professeur, cher Axel Kahn, pour cette brillante... Lui, je l'ai porté dans mes bras quand il avait 2 ans. C'est pour ça que je suis en bonne santé. J'ai suivi les conseils. Vous voyez, il n'est pas tombé dans l'addiction. Hein. Merci pour cette brillante conférence. Et c'est maintenant à vous la parole dans la salle, au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol, ou au premier. Le président Péking. Oui, je voudrais vous remercier, Monsieur Kahn, parce que je vous savais bon orateur, mais en plus vous êtes un excellent conteur. Et vous avez retracé votre histoire, comme vous l'avez dit en médecine, on a la même, puisque nous n'avons que 2 mois d'écart ensemble. Je parle de notre âge, rien de plus. J'ai vécu la même chose que vous. Je voulais simplement apporter 2 précisions. Une première, pour les gens qui sont autour de nous et qui veulent s'arrêter de fumer, le mois prochain, c'est le mois sans tabac. Essayez et continuez d'essayer. Puis je voudrais que les femmes redeviennent intelligentes et qu'elles ne fassent pas comme les hommes et qu'elles arrêtent de fumer. Mais ça, c'est un vœu que je caresse depuis de longues années. Oui. Je peux poser une question avant votre deuxième affirmation. Est-ce que, ici, les Moulineaux a de nombreux espaces sans tabac? Oui, les terrasses. Oui. Le bureau du maire. Non. Ça serait drôlement bien qu'avec le professeur Alain Péking, avec le président Alain Péking, vous décidiez d'espaces sans tabac à la sortie des écoles et des écoles maternelles. Ça serait formidable. Monsieur Santini. On va voir ça. Il est prudent, hein? J'attends d'être saisi par le délégué. Moi, j'ai droit à 1 cigare par jour. Merci, monsieur Péking. Alors, la deuxième chose, c'est juste une précision pour les femmes jeunes, chez lesquelles le risque de cancer du sein est connu. C'est vrai, vous avez raison, la mammographie n'est pas une indication majeure parce qu'elle est très complexe. J'ai été pendant 45 ans imagier, je sais de quoi je parle. Mais par contre, l'IRM aujourd'hui, avec les produits de contraste, apporte des informations très importantes et permet justement de faire des petits diagnostics. Ça, c'est pour que vous sachiez qu'il existe encore quand même des moyens pour les femmes jeunes de pouvoir faire des diagnostics précoces. Et puis alors moi, je voudrais vous poser 2 questions, mais qui ne sont pas les miennes. Moi, je connais les réponses, mais ce sont celles que j'ai quand je fais la même chose que vous dans d'autres endroits identiques. Vous avez parlé du vaccin anti-HPV, mais quid de la vaccination anti-cancer? C'est la première question. Et puis la deuxième,
on me demande toujours, mais on dit toujours que le stress favorise le cancer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet? Merci. Oui, sur les deux sujets, naturellement. Tout d'abord, il n'y aura pas de vaccination anti-cancer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura pas de vaccination anti-cancer. Il y aura des vaccinations contre les agents infectieux qui provoquent des cancers. Et la vaccination contre le virus de l'hépatite B qui provoque des hépatocarcinomes, oui. La vaccination contre le papillomavirus qui provoque des cancers du col de l'utérus, des voies aérodigestives supérieures, de l'anus, oui. La vaccination potentiellement contre le virus d'Epstein-Barr qui crée des formes de sarcome particuliers, oui. Mais une vaccination contre des modifications aléatoires de l'ADN, c'est simplement inimaginable. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas vous raconter de blagues. Moi, je ne dors pas la pilule. Le cancer est une maladie redoutable. C'est un adversaire redoutable. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas baisser la garde. On l'aura. Et on l'aura non pas en l'empêchant de venir, parce qu'il viendra tout le temps, mais on l'aura en l'empêchant de nuire. Mais la vaccination anti-cancer, non. Le stress, et j'aurais pu le rajouter pour le cancer du sein, est l'un des facteurs qui est hautement probable de l'augmentation de la fréquence des cancers du sein. Plus que le stress, à vrai dire, c'est le travail posté, le travail de nuit, le travail décalé, la modification des rythmes nictéméraux. Ça, c'est un facteur qui a été bien démontré il y a peu de temps et dont on considère, peut-être par le biais des modifications hormonales, c'est possible, ou d'autres biais, il semble intervenir de manière non négligeable, significative. Et puis, il y a un facteur dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est évidemment extrêmement important, qui est le cancer génétique. Il existe les gènes de susceptibilité au cancer du sein, et si le cancer du sein intéresse une femme sur 9, à peu près, dans un cas sur 10, ce cancer du sein est génétique et est lié à la mutation de différents gènes. Les plus connus sont les gènes BRCA1 et BRCA2, qui donnent également une susceptibilité au cancer de l'ovaire. Et le risque, quand on a ces mutations, d'avoir un cancer du sein est élevé, car il est supérieur à 75 risques sur 100. Il est tellement élevé qu'aujourd'hui, lorsque le diagnostic est fait, il est fait quand dans une famille, il y a des antécédents de cancer du sein, on en parle à la personne et on lui propose différentes solutions. Une des solutions, c'est évidemment une surveillance rapprochée, notamment par les méthodes dont vient de parler le président Péking. Mais le cancer de l'ovaire, lui, est très difficile à détecter. Il est profond dans le ventre, etc. Et donc, à tout le moins, l'ovariectomie préventive, l'ablation des 2 ovaires, est dans ces cas-là certainement indiquée. Certainement indiquée. Et surtout en Amérique du Nord, mais maintenant de manière croissante également en Europe, de loin la méthode qui est la plus préventive, c'est la mammectomie bilatérale et l'ovariectomie. Dans ces cas-là, le risque, qui était de 65 à 75%, tombe à 1%. Parce qu'il peut rester toujours des résidus de tissu mammaire. Donc vous voyez, c'est quelque chose... Mais il faut que ce soit la personne qui choisisse. Bien évidemment, dans ces cas-là, la chirurgie est suivie d'une réparation, d'une prothèse ou bien d'autres formes de réparation dans le même temps que la chirurgie. Mais chaque fois qu'il y a une histoire de cancer du sein familiaux, et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que tous les cancers étaient liés à des mutations de l'ADN. Eh bien, les gènes de cancer du sein sont des gènes qui perturbent la réparation de l'ADN. C'est un très bel exemple. Autre question spontanée.
Juste un mot. Je préside le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est le plus grand service d'eau d'Europe. Et nous avons commencé les négociations pour choisir le mode de gestion nouveau et l'opérateur éventuel, puisque nous sommes ou en régie ou en délégation de service public avec Suez ou Veolia. Et dans notre cahier des charges, nous avons imposé que les prochains candidats soient à même d'explorer les membranes que j'ai imposées il y a 20 ans. Le professeur Beaumont, à l'époque, qui n'était pas un monsieur commode, m'avait téléphoné pour dire « Vous avez tout compris ». J'ai compris quoi? Les membranes, alors donc ce sont des tissus très serrés, c'est la nanofiltration, le millième de millimètre. Il m'a dit « C'est vous qui arrêtez les résidus médicamenteux ». Alors évidemment, vous connaissez ses positions sur la pilule, etc. Donc ça grommelait au téléphone. Mais nous avions noté ça. Finalement, aujourd'hui, j'ai imposé dans le cahier des charges, premièrement, le traitement du chlore, le traitement du calcaire, les résidus médicamenteux et les perturbateurs endocriniens. On va donc aboutir à la base à une eau pure, ce qui est une révolution. Et en plus, on va baisser légèrement le prix de l'eau. Alors, vous voyez, on a besoin de votre avis, on a besoin de... Les perturbateurs endocriniens, chez moi, ils m'ont dit, c'est quoi ce truc-là? Écoutez, on commence à en parler, vous connaissez les réseaux spéciaux et tout, ça va être un thème. Alors, vous avez raison, il faut insister, même à la base, on peut contribuer à la santé. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui, peu ou prou, ressemblent à des hormones et peuvent par conséquent se fixer au récepteur des hormones, à la place des hormones, et donc le perturber. Ils sont innombrables. Il y en a sans doute autant à la campagne qu'en ville. On sait maintenant, et c'est un problème, que les polymères qui forment les plastiques ne sont pas d'une stabilité absolue. Et il y a toujours, surtout quand on utilise les plastiques pour faire, par exemple, au micro-ondes, chauffer de l'eau, il y a une dépolymérisation qui fait apparaître des molécules. Certaines d'entre elles sont cycliques et certaines d'entre elles sont potentiellement des perturbateurs endocriniens. Il y avait également des perturbateurs endocriniens qui ont été détectés. On a retiré les produits quand on les a détectés dans beaucoup de crèmes solaires, de crèmes cosmétiques. Il y en a dans les pesticides utilisés dans l'agriculture. Donc, ce sont des produits qui sont très, très répandus. On n'a pas de certitude. On est à peu près certain qu'ils interviennent dans un phénomène préoccupant, je vous l'ai dit, qui est le début précoce de la puberté, chez les garçons comme chez les filles. Parfois des pubertés ultra précoces. On voit des garçons pubères à 11 ans, pratiquement. Et on pense, c'est très probable que les perturbateurs endocriniens sont impliqués. Ils ont été accusés également d'avoir un rôle dans les cancers hormonodépendants. Et le cancer du sein en est un, et le cancer de la prostate également. Ce n'est pas totalement certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à la Ligue, tous les médecins, en règle générale, nous sommes extrêmement anxieux quand nous affirmons quelque chose, que ce soit des affirmations extrêmement solides. Et quand on ne sait pas, on dit il faut être prudent, il est possible que, mais réellement on ne sait pas. Donc quand je vous dis que le tabac, l'alcool, le soleil, le papillomavirus, le virus d'Epstein-Barr, le virus de l'hépatite B, l'autoluène, l'amiante, etc., c'est cancérigène, ça vous pouvez y aller, c'est vraiment cancérigène. Même, on parlait de la voiture tout à l'heure, même les microparticules de diesel, ça, le pouvoir cancérigène a été réellement démontré. Les perturbateurs endocriniens, il est très raisonnable de penser qu'ils ont un rôle sur la santé, qu'ils pourraient jouer un rôle, mais on n'a pas totalement la certitude. Cela dit, Monsieur le maire a totalement raison. Dans ce cas-là, mieux vaut qu'il n'y en ait pas plutôt qu'il y en ait. Alors, en attendant qu'une question vienne de la salle, puisque la Ligue est internationale, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la place de la France dans cette lutte contre le cancer par rapport aux autres pays, peut-être aux autres pays développés ? Donc, il existe d'abord au niveau organisationnel, il existe une Ligue internationale, il existe une Ligue européenne,
Et elles ont toutes été créées par le français Justin Godard, qui a été le créateur en 1935 de la Ligue internationale, après avoir créé la Ligue franco-anglo-américaine. Au point de vue de la lutte contre le cancer, des traitements, etc., la France est dans les pays développés, il n'y a aucun doute. En revanche, la France est en retard pour ce qui est des mesures de santé publique. La France, et ça je vais faire un peu de sociologie politique, après tout on est ici dans un endroit où on peut faire un peu de sociologie politique. La France est un grand pays scientifique, c'est un pays de progrès, mais très singulièrement, c'est un pays où, pour pas mal de raisons, différents types de contestations radicales se sont développées depuis un grand nombre d'années, se sont manifestées par les Gilets jaunes, mais ça n'était qu'une des nombreuses manifestations. Critique de l'autorité qui est devenue la critique de toutes les autorités, et notamment de l'autorité des sachants. Les sachants ont été critiqués comme le sont les autres formes de dépositaires de pouvoir. Et en France, le nombre de femmes qui ne se font pas dépister pour le cancer du sein est plus important que dans de très nombreux autres pays. En Australie, le taux de vaccination des garçons et des filles contre le papillomavirus est très élevé. Pour les filles, ça a dépassé 85-90%. Et en Australie, le cancer du col de l'utérus devrait être éradiqué. On en est très, 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 très loin en France. En France, tous ces mouvements de contestation de ce que disent les autorités scientifiques mondiales rentrent dans la contestation radicale de toute forme d'autorité. Et donc le travail que nous avons à mener est particulièrement difficile dans ce pays. Particulièrement difficile. Professeur, Octobre Rose, c'est le mois du cancer du sein, et Movember, au mois de novembre, c'est le mois du cancer de la prostate. Est-ce qu'il existe un dépistage pour le cancer de la prostate? Pour le cancer de la prostate, on est beaucoup plus prudent qu'on l'était il y a encore 10 ans de cela, 10 à 15 ans de cela. On s'est rendu compte que le tissu prostatique sécrétait des substances, notamment l'antigène prostatique, PSA, et on a proposé un dépistage, il y a maintenant 20 ans de cela, de l'antigène prostatique comme dépistage du cancer de la prostate chez les messieurs. Cela aboutit à ce qu'une augmentation progressive du cancer de la prostate chez des messieurs, qui augmentait de prélèvement à prélèvement, a amené à rechercher, à dépister effectivement des cancers de la prostate et à faire des interventions radicales chirurgicales pour enlever les cancers de la prostate. Donc, c'était a priori relativement satisfaisant, sauf que cette ablation de la prostate chez les messieurs ne va pas toujours sans séquelles. Il y en a une qui n'est pas rare, qui est l'impuissance, ou au moins les troubles sexuels. Et même quand on a 65 ans, 70 ans, je ne vois pas pourquoi on aurait à subir cela. Je dirais même plus qu'on n'a pas tellement de temps encore à profiter de ce que cette fonction apporte pour n'en être pas privé. Donc, c'est quelque chose qui a posé problème. Et puis, parfois, plus rare, des incontinences. Or, le cancer de la prostate est particulier, car j'ai fait beaucoup de métiers, et notamment à la Riboisière, j'ai fait ce qu'on appelle de l'anatomie pathologique. Donc je vais vous parler d'une expérience personnelle, mais tous les médecins savent cela. À l'époque, c'est plus vrai du tout aujourd'hui. À l'époque, personne ne mourait à l'hôpital sans être autopsié. Et donc, j'étais interne en anatomie pathologique et tous les matins, j'autopsiais 3-4 personnes qui étaient mortes dans la nuit. Et je savais bien que les 3/4, les 2/3 au moins, mais jusqu'aux 3/4 des messieurs qui avaient 70 ans et plus, avaient un cancer de la prostate. Et ils étaient morts de tout à fait autre chose.
et ils ne seraient jamais morts de leur cancer de la prostate. Et donc, on s'est mis à se demander si on avait bien raison doter les prostates et les cancers de la prostate de tous ces messieurs, alors même qu'il n'est pas du tout assuré qu'ils en auraient été inquiétés durant leur vie. Donc, on est revenu beaucoup en arrière. Et on est très prudent. Et il y a plusieurs écoles, hein, je ne vais pas prendre parti, mais comme la Ligue doit être prudente, ce n'est pas Axel Kahn qui parle, c'est ce que dit la Ligue. La Ligue dit, certains langages de bois ou de bois prostatique, elle dit, à partir d'un certain âge, faites surveiller votre prostate. Voilà. À partir d'un certain âge, faites surveiller votre prostate. J'avais une question sur la prévention, sur l'amélioration de la prévention. Pensez-vous pas que la médecine du travail ou les entreprises, enfin la médecine du travail peut-être, pourrait avoir un rôle plus important à jouer Si, mais en réalité, le taux de détection qui vient de la médecine du travail est très singulièrement faible. De ce point de vue-là, il y a plutôt eu un certain recul dans le soin des consultations que nous avons connues de notre temps. Il y a des choses qui ont pratiquement disparu. D'ailleurs, jadis, il y avait les radios régulières pour la tuberculose en particulier. Et ça détectait beaucoup de cas de tuberculose. Pour le cancer du poumon, ce n'était pas très intéressant. Parce qu'il n'est pas du tout lié que les cancers du poumon, si on les détectait radiologiquement, allaient assurer aux personnes chez qui c'était détecté une survie globale très très allongée. Donc oui, la médecine du travail, elle est importante. Elle est fondamentale pour détecter des hypertensions artérielles qui peuvent, ça c'est fondamental, une hypertension artérielle, quand vous la soignez, c'est plus une maladie, c'est aussi simple que ça. Donc des débuts de l'insuffisance cardiaque, des obésités, la palpation des seins en cours de médecine du travail peut amener à découvrir une petite tumeur. Mais globalement, la part jouée par la médecine du travail dans la détection des cancers est relativement faible. Oui, je vais revenir à ce que vous venez de dire à propos de la médecine du travail. Elle a un rôle, mais plus tard. Pour revenir à la détection du cancer de la prostate, l'Académie de médecine a beaucoup travaillé là-dessus et s'est prononcée, pas de dépistage. Pas de dépistage. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Peut-être, M. Axel Kahn vous l'a expliqué, la position de la Ligue est beaucoup plus claire. Si vous avez un doute, allez voir votre médecin, il fera le nécessaire. Je reviens sur le médecin du travail. Nécessaire, c'est un doigt indiscret qui palpe la prostate. Oui, monsieur, je ne voulais pas aller jusque-là. Nous sommes entre gens normaux. Donc, oui, à propos du médecin du travail, autant en diagnostic, sa place est loin d'être importante, autant dans la réinsertion, le retour au travail et la reprise des activités, il est important. Et il y a là un énorme travail à faire auprès des médecins du travail qui, la plupart du temps, sont mis de côté. Les malades ne vont pas les voir spontanément pour leur parler, leur dire ce qu'ils ont. Il y a la communication. Quand on reprend son travail, est-ce que l'on va parler à ses collègues? Est-ce que l'on va parler à ses supérieurs? Est-ce qu'on va parler aux médecins du travail? Tout ça, ça fait partie du travail post-cancer qui est actuellement en cours à la Ligue contre le cancer. Donc le médecin du travail a une importance, mais après. Ah, pardon. Maintenant, pour le cancer, il y a des personnes qu'on arrête pendant 4 mois ou 6 mois, et il y a d'autres personnes qui préfèrent travailler 2 jours sur 4 ou 3, ça dépend de la personne, comment elle ressentit la maladie. Donc ça dépend vraiment des personnes. Donc maintenant, je trouve que c'est bien adapté par rapport à avant. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez parlé, madame, de l'Institut Curie. Il y a un travail en cours à l'Institut Curie qui s'appelle OptiCoach, qui est géré par une femme qui est chirurgien, comme quoi la chirurgie peut aussi avoir des bonnes idées, pas uniquement celle du scalpel. Et l'idée, c'est d'avoir un coaching permanent de l'ensemble des nouvelles patientes qui sont prises en charge et qui sont en activité professionnelle
pour leur permettre ou de conserver leur activité professionnelle pendant le traitement si elles le peuvent, ou bien de leur favoriser le retour le plus rapidement possible dès la fin du traitement, à partir du moment où celui-ci a été déclaré comme tel. Et le but, c'est de retourner dans les 6 mois à son plein emploi. C'est un travail que le comité des Hauts-de-Seine, bien entendu, soutient. Voilà. Mais globalement, et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de rester mobilisé, globalement, des années, 3-4 ans après que la guérison a été observée et signifiée aux personnes, elles sont au minimum 1 sur 5 à n'avoir pas retrouvé un emploi normal. Et cela est préoccupant parce qu'une guérison, c'est une guérison. Et ces femmes qui ont contribué à la victoire contre le cancer, certes les médecins y ont contribué aussi, mais on sait très bien que la participation du malade, elle est fondamentale. Elles n'ont pas besoin d'avoir comme cela cette double peine. Les vaccins des jeunes filles, puisqu'on n'entend pas tellement de publicité. C'est à partir de 12 ans, si le médecin, le généraliste ne le dit pas à la personne qui a un adolescent. Nous, on essaye de faire une publicité. La Ligue, vraiment, et dans beaucoup de comités départementaux, les préconisations sont les suivantes. C'est les filles à partir de 11 ans et avant 14 ans. Les filles, toutes les filles, doivent être vaccinées contre le papillomavirus entre 11 ans et 14 ans. Et les garçons devraient être vaccinés, doivent être vaccinés aussi. L'Académie de médecine le préconise, la Ligue le préconise, l'INCa le préconise, la Haute Autorité de Santé le préconise. Pour pas mal de raisons. La première raison, c'est qu'on le sait bien, l'homosexualité existe et que les hommes homosexuels, eux aussi, évidemment, ont des cancers liés au papillomavirus. Deuxièmement, c'est que les pratiques sexuelles étant ce qu'elles sont, un homme aussi peut se contaminer à une infection à papillomavirus d'une femme et c'est responsable d'une certaine quantité des cancers de la gorge en particulier. Et enfin, la troisième raison est que, après tout, c'est très bien que les femmes se protègent, mais si les hommes pouvaient ne pas les infecter, ce serait encore mieux. Et donc, pour toutes les raisons du monde, il faut vraiment que la vaccination ait lieu chez les garçons et les filles. Et les garçons avant 27 ans. Non, parce qu'après on considère. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Madame, je vous en prie. Il y a des femmes ou des hommes peut-être qui sont obligés de reprendre leur travail plus tôt parce que quand ils sont en longue maladie, leur salaire est vraiment diminué de beaucoup. Et ça, c'est pas normal. Oui, c'est un des combats qui est mené, absolument. C'est vraiment un des combats qui est mené dans ce que l'on appelle cette exigence d'une concordance entre les différents types de guérison. Une société, à quoi sert une société ? Même une ville, mais une société dans son ensemble. Si elle ne sert pas à utiliser tous les moyens qu'elle a accumulés pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, elle n'est qu'une réunion de personnes en réalité. Le soin que l'on prend d'eux, c'est ce qui fait profondément société. Et donc, cette dureté de comportement envers une personne qui a été touchée, affectée par la maladie, qui se trouve face à cette obligation, est injustifiable. Et donc, il faut combattre cela, cette brutalité, car il s'agit d'une brutalité absolument sans faiblesse. Encore une question au fond, pardon. Ça, pourquoi l'âge de 74 ans a-t-il été fixé et comment pour le dépistage systématique ? Donc c'est 75 ans en fait, mais ça veut dire que quand on fait un dépistage à 74 ans, ça fait de 50 à 75. Il y a des cancers qui surviennent après 75 ans. Ils sont statistiquement moins fréquents. Et de plus, là encore, à nouveau, les problèmes d'interprétation des images sur ces seins extrêmement séniles deviennent plus problématiques. Donc c'est la raison qui a été... Vous savez, il y a toujours quelque chose d'arbitraire, hein. Pourquoi 50 ans et pas 49 ? Pourquoi 50 et pas 51 ? Voilà. Oui,
Je voulais juste rappeler que l'une des missions de la Ligue contre le cancer est l'aide aux malades. Quand quelqu'un se trouve en salaire inférieur, très inférieur, qui ne lui permet pas d'assumer à ce moment-là sa vie et qu'il reprend le travail alors qu'il ne peut pas, il faut constituer un dossier avec un travailleur social et faire une demande d'aide à la Ligue. Nous avons une commission spéciale dans chacun des départements, il n'y a pas que les Hauts-de-Seine, hein. Tous les départements ont leur commission, nous examinons cela avec un travailleur social, avec des médecins spécialisés, avec des bénévoles, et si la demande est justifiée et que on peut à ce moment-là aider provisoirement, soit par des aides ménagères, soit par des aides à domicile, soit par de l'argent parfois directement pour payer des manques de salaire. Est-ce qu'il y a encore une question pour le professeur Axel Kahn? Oui, Isabelle. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du tabagisme et de l'alcoolisme chez les jeunes, qui bien sûr entraînaient des cancers. Est-ce que vous avez un programme d'information de ces jeunes dans les grandes écoles et ceux qui font des études supérieures? Parce que pour avoir des enfants en études supérieures, j'ai pas l'impression. Voilà. En réalité, ça n'est pas l'information en soi qui est nécessaire, car ils sont tous informés. Le gros problème, c'est que entre 17-18 ans et 25 ans, l'éducation à la santé indiquant que le tabac, l'alcool, risque de provoquer un cancer quand ils seront bien plus vieux, est un non-message. Il n'est pas reçu. Car dans leur univers psychique, il y a la vie qu'ils vont mener, la carrière dans laquelle ils vont s'engager, les amours qu'ils vont avoir, les enfants s'ils fondent une famille, etc. Mais l'homme et la femme qu'ils seront après 50 ans est quelque chose qui n'a strictement aucune importance dans leur réceptivité. Et donc, il faut qu'il y ait des recherches, et la Ligue finance des recherches en ce domaine-là. Je vais vous donner quelques exemples. Il faut qu'il y ait des recherches pour que le message d'éducation à la santé parvienne jusqu'à la réceptivité du psychisme de ces jeunes. Et vous aurez un cancer du poumon plus tard, vous aurez un cancer du poumon, madame, plus tard. Honnêtement, ça sert strictement à rien. Moi, je me rappelle, ça fait déjà 12-15 ans, j'en garde presque un traumatisme. J'avais fait une longue conférence à Cochin, à l'école des Bleus de Cochin. Donc il y avait un petit amphithéâtre, il y avait 150-200 élèves infirmières, les Bleus comme on dit, de la PHP. Et j'avais fait une conférence sur le cancer. La cancérogénèse, les causes du cancer, et bien évidemment j'avais parlé abondamment du tabac. Et ces jeunes, avant tout des jeunes femmes à 98%, m'écoutaient extrêmement intéressés et m'ont posé des questions très pertinentes, très très pertinentes. Et après 2 heures de conférence, on s'est interrompu, je n'avais pas fini, il fallait que je donne encore 1 heure. Et elles sont allées se reposer, elles sont sorties un peu dans la cour, elles ont été 80% à s'allumer une cigarette. Voilà. La réalité, c'est ça. Ça sert à rien. Il faut le faire. Ça sert à rien. Ça sert peut-être plus chez les enfants à l'école. Ça, les enfants de l'école, c'est un âge qui est plus réceptif. Mais chez les jeunes, d'abord, il faut faire des recherches pour savoir comment faire. Il y a des techniques aujourd'hui en sciences humaines et sociales qui sont privilégiées, qui ne doivent pas du tout être dénoncées comme cela est fait par des gens qui ne voient pas l'implication et les conséquences comme une manipulation mentale. Mais évidemment, il faut manipuler mentalement ces jeunes si c'est la manipulation mentale qui doit les empêcher de boire et de fumer, que je vous dise. Chez les hommes, la seule chose qui soit un peu moins efficace, un peu moins inefficace que le reste, c'est de leur dire, vous savez, vous êtes avec l'image de la cigarette, de l'homme Marlboro, du conducteur de bolide, etc., la cigarette, la virilité. Mais ça vaut rien, hein. Et si vous voulez qu'elle dure, votre virilité, vous avez plutôt intérêt à ne pas fumer. Ce qui est vrai. Ça, c'est entendu. Ça, en tout cas, voilà. Et chez les jeunes femmes, je ne vais pas insister, ça serait inutilement un stéréotype machiste, mais il n'empêche que des arguments sur la qualité de la peau, l'apparition des rides,
sont un peu plus importants. Et puis, quelque chose qui est important, c'est que même quand une jeune femme n'a pas l'intention de fonder une famille tout de suite, d'avoir des enfants, le fait qu'elle soit une jeune femme intègre le fait qu'elle sait qu'elle peut être mère. Et donc, tout ce qui focalise sur les risques d'une imprégnation tabagique pour l'enfant, là, a peut-être des chances d'avoir des résultats. Mais ce travail-là, sur ce qui, dans le message, peut être entendu compte tenu de l'état de réceptivité de ces jeunes, c'est une vraie recherche, c'est absolument indispensable. Mais autrement, bien entendu, cette information, elle est donnée. Et d'ailleurs, ils le savent tous. Merci. Pour conclure, peut-être un petit mot sur la Ligue. Oui. Que voulez-vous, je suis là un peu dans mon rôle. Je vais vous parler un tout petit peu de la Ligue. Vous connaissez, la Ligue est tellement connue. Une belle centenaire extrêmement alerte. Donc la Ligue aujourd'hui, c'est 758 000 donateurs, mais 758 500 donateurs dès demain matin, après que je vous ai parlé. Naturel. 106 millions d'euros de dons. Nous sommes une organisation puissante. 540 000 adhérents. Une présence dans tous les départements de l'Hexagone, d'Outre-mer et de France. On est en train d'en installer un à Saint-Pierre-et-Miquelon et je vais bientôt à La Réunion pour envisager l'installation à Mayotte. C'est une situation évidemment extrêmement difficile. Pour être au plus près du terrain, pour informer les personnes, aller dans les écoles, promouvoir le dépistage, faire des manifestations, aider les personnes malades, aider à la réinsertion des personnes malades. Et par ailleurs, sur ces 106 millions, c'est à peu près 60% de consacrés à la recherche, 40% de consacrés à l'aide aux malades, tout simplement parce que la recherche coûte plus cher, ce n'est pas qu'elle est plus importante, et ces 60 millions de consacrés à la recherche, 38 millions d'euros par an, fait que la Ligue est le principal financeur de la recherche contractuelle sur le cancer, privé et public confondus en France. Et donc, c'est vraiment le bateau amiral de la lutte contre ce fléau social qu'est le cancer. Alors, vous pouvez nous aider, naturellement, mais vous pouvez faire mieux encore, vous pouvez vous liguer, c'est-à-dire nous rejoindre et devenir adhérent de la Ligue. Adhérent du comité départemental 92, naturellement. Cher Axel Kahn, je voudrais au nom d'André Santini, notre maire, et de Joël Sueur, qui est discrète, mais qui est à l'origine de cette manifestation. Qui organise un dîner mercredi. Et j'y arrive. Moi, je constatais, il m'a invité à causer, mais pas à manger. Hein. Non. Je me le rappellerai, monsieur Santini. Professeur, vous êtes invité, bien évidemment. Dès mercredi soir. Je voudrais vous remercier. Je pense que vous aurez constaté avec nous que déjà, la première réussite d'Axel Kahn, c'est d'avoir obtenu que le bureau du maire devienne sans tabac pendant un mois. C'est une très belle performance que nous ne connaissions pas depuis 40 ans. Il faudra peut-être l'étendre à la voiture aussi. Vous aurez vu avec nous que vous avez face à vous un professeur raisonnable et humain, sans point d'interrogation. Je fais référence bien sûr à un ouvrage d'Axel Kahn et qui a eu la gentillesse et la simplicité de nous délivrer ses pensées en chemin. C'est aussi un ouvrage d'Axel Kahn que je vous invite à découvrir rapidement. Voilà, évidemment, puisque vous êtes ici, nous avons la chance de partager un verre de l'amitié. Pour ceux qui sont en bas, il faut monter. Pour ceux qui sont en haut, c'est au salon Élysée, au bout du couloir. Merci à vous chaleureusement.